Vernon ferme la porte de la salle de bain. Droite contre le dossier de sa chaise, Émilie pince sa lèvre inférieure entre le pouce et l'index, le regard perdu. Quand elle prend conscience de son geste, elle tire sur son pull trop étroit qui remonte dans son dos. Elle a souvent vu sa mère faire ce geste avec la lèvre, les yeux fixés sur un point, donnant l'impression d'être ailleurs. Elle se sert un deuxième verre de blanc. Elle entend Vernon sous la douche. Ils vont dîner vite fait, puis elle se retirera dans sa chambre avec son iPad et la bouteille. Le plus tôt sera le mieux. Quand elle l'a vu devant sa porte, une colère volcanique lui a grillé les entrailles. Mais malgré ses 2 ans d'analyse, elle est toujours incapable de dire les choses quand elle le pense. Les reproches ne franchissent pas ses lèvres. Elle en veut à Vernon. Elle a fantasmé ce type de scène des dizaines de fois. Quelqu'un de ce groupe lui demande de l'aide et elle lui crache à la gueule. Au lieu de quoi, elle a senti la commissure de ses lèvres tirer vers le bas quand il lui a demandé s'il pouvait s'incruster pour un soir. Son expression s'est encore assombrie quand il a essayé de parler d'Alex pour réchauffer l'ambiance. Elle n'a pas envie d'évoquer Alex, ni de revenir sur le passé. Elle a sorti les verres, balancé des sous-bocs et rempli un bol d'amandes grillées avec des mouvements brusques. Elle faisait les gestes de l'hospitalité en y mettant de la mauvaise grâce pour que ça reste désagréable. Elle a surveillé que Vernon ne tâche pas la table basse suédoise à 600 € en solde chez Santou. Émilie est devenue balistique sur la propreté. Avant, elle s'en foutait royalement. Aujourd'hui, elle pourrait égorger pour quelques miettes sous une table ou des traces de calcaire sur un robinet. Il y a une contrepartie. Elle éprouve un plaisir indicible quand tout est ordonné et propre. Vernon a fait celui qui ne remarquait pas l'attention. Il a demandé « Tu veux pas me couper les cheveux ? Tu te souviens que tu coiffais tout le monde ?» Et au lieu de l'envoyer chier direct, elle a répondu « Ce soir, t'es sûre ?» Deuxième verre de blanc. Son humeur s'est adoucie. Quand il lui a raconté qu'il avait vendu tous ses disques, elle s'est souvenue de l'appartement qu'il occupait, une annexe de son magasin. Ça lui a fait le coup de l'empathie. Sa colère avait basculé. Ça lui fait souvent ça. Il n'y a pas que le vin qui soit en cause. Ses humeurs les plus saillantes fondent et sont remplacées par leur exact contraire. Vernon a beaucoup changé. Tout en lui, désormais, trahit la vulnérabilité. Physiquement, pourtant, il s'en tire bien. Les garçons qui ont de beaux yeux sont avantagés. Ses cheveux sont devenus blancs, mais seules les entrées sont dégarnies. Il a de la chance, il est resté mince. Le problème, c'est les dents. Le voir sourire si jaune est un peu dégoûtant. Elle s'en fout. Elle ne risque pas de l'embrasser. Il n'y a pas que Vernon qui ait changé. Émilie a pris, combien au juste ? 20 kilos en 10 ans. Elle a perdu le compte exact à force de mentir sur son poids, comme si l'annonce du chiffre changeait quoi que ce soit à sa silhouette. Au début, elle a lutté. Régime, exercice, thalasso, massage, crème et séances anticellulite qui coûtaient une fortune et lui donnaient la sensation de passer dans un concasseur. Ça valait le coup. Elle contenait l'affaire. Puis elle a lâché prise. Son métabolisme, de toute évidence, était devenu incontrôlable. Elle ne se reconnaît pas dans les miroirs. Elle déborde, quoi qu'elle porte. Il y a toujours un bourrelet qui déborde. C'est quand elle arrive quelque part où elle connaît personne qu'elle sent le mieux qu'elle a beaucoup changé. S'ils ont le choix, les gens s'adressent à n'importe qui à côté d'elle. Ils évitent tout contact avec une grosse. Son appartement aussi a changé. Elle a lu la surprise sur le visage de Vernon quand il est rentré. La surprise et la déception. Il n'y a plus aucune affiche de concert. Avant, elle les collait à même les murs, dans le salon et la chambre. La cuisine était réservée aux photos de beaux gosses. Fugazi, Joy Division, Diet Hotel, Deserter ont cédé leur place à une photo encadrée de Frida Kahlo et une reproduction du Caravage. Les murs sont peints en blanc, comme chez tous les adultes de son entourage. Elle est devenue ce que ses parents voulaient qu'elle devienne. Elle a passé un concours, elle travaille à l'équipement, elle a troqué son iroquoise pour un carré discret. Elle s'habille chez Zara quand elle trouve quelque chose à sa taille. Elle se passionne pour l'huile d'olive, le thé vert. Elle s'est abandonnée à Télérama et elle parle de recettes de cuisine au boulot avec ses collègues. Elle a fait tout ce que ses parents désiraient qu'elle fasse, sauf qu'elle n'a pas eu d'enfant. Alors le reste, ça ne compte pas. Au repas de famille, elle fait tâche. Ses efforts n'ont pas été récompensés. L'eau continue de couler dans la douche. Émilie entr'ouvre l'énorme sac avec lequel il est arrivé. Il n'a pas de trousse de toilette. Il n'a que son rasoir. Quand il est parti se doucher, il a prétendu que les vrais mecs ne voyagent pas avec une trousse de toilette. Elle est sûre qu'il ne vient pas du Canada. Est-ce qu'il est à la rue ?
Ça ne lui ressemble pas. C'est un garçon tranquille qui est en fait juste assez pour ne pas avoir de problème. Pas un fou furieux qui se laisserait aller au point de se retrouver à la rue. Une mauvaise rupture? Peut-être. Mais Vernon est trop populaire pour se retrouver chez une amie qu'il n'a pas revue depuis aussi longtemps. Quelque chose cloche, dont il ne veut visiblement pas parler. Subutex a toujours été ce gars débonnaire, sourire en coin derrière le comptoir de son magasin de disques. Vanneur. Pas grande gueule, mais doué d'un esprit de répartie assez vif. Il savait extraire dans une conversation l'élément amusant et le mettre en valeur, en bon jongleur du verbe. Dans un univers de gamins cherchant tous à remporter le concours de celui qui pisse le plus loin, Vernon faisait figure de mec à la cool, qui n'avait pas besoin d'en faire trop pour prouver qu'il était quelqu'un. Il avait une fonction, c'était le disquaire. Moins prestigieux que le guitariste, mais quand même mieux situé dans la hiérarchie que le Pékin de base. Vernon faisait souffrir les filles. Il les défonçait de compliments quand il les rencontrait, les juchait sur un piédestal merveilleux, à 700 mètres au-dessus du sol, et puis son attention était appelée ailleurs, et il les plantait là, en manque de belles paroles et de regards admiratifs. Émilie était un mec de la bande. Quand elle montait dans un camion, c'était en portant son ampli. Elle était fière de tenir l'alcool. Elle avait de l'humour, une belle collection de disques et pas peur de se la donner sur scène. Adoptée. Puis le groupe avait splitté. Le magasin de disques avait fermé. Les uns et les autres avaient fait leur vie. Et les copains avaient oublié de l'appeler. Quand ils prenaient une bière avant d'aller voir un concert, quand ils faisaient une soirée ciné entre eux, quand ils organisaient un dîner, quand ils fêtaient quelque chose, c'était sans elle. Puis les copains avaient pris l'air gêné quand elle voulait les suivre backstage à la fin du gig. Un air gêné qu'elle connaissait, mais qu'on ne lui avait jamais réservé. Celui que suscite la grosse lourde quand elle devient insistante et qu'on ne sait comment s'en débarrasser. Et quand elle réussissait à s'incruster autour d'une table de restaurant avec eux, elle avait l'impression que sa voix portait moins. On ne l'entendait pas. Ce n'était même pas hostile. Il lui fallut tenir compte de sa présence pour qu'il y ait de l'agressivité. Quand elle en parlait à Jeannot, il disait qu'elle était dingue, qu'elle avait besoin de monopoliser toute l'attention et qu'elle n'avait pas digéré le split de son groupe. Cela n'était pas tout à fait faux. Sébastien, le lead guitariste, avait choisi de tout faire exploser le jour où un type de Virgin leur avait parlé contrat. Pour la pureté. Sébastien avait été pourtant le seul d'entre eux à travailler pour une majeure. Dans son raisonnement, justement, il ne faisait pas un groupe pour que ça soit comme au boulot. Pas de compromis, pas de plan de carrière, que du rock et de la pureté. Il avait envie d'un hobby qui le fasse se sentir radical le soir après les heures de taf. Alors, pas de télé, pas de tourneur, rien qui soit trop professionnel. Que ça reste du brut, de l'entrepote, du camion G7 sans les sièges et du catering à base de taboulé. Sébastien avait le goût de la pureté qu'ont les petits bourges obéissants qui s'octroient un espace rebelle. Il avait un studio coquet, rue Galande, qu'avaient acheté ses parents. Il consacrait l'essentiel de son énergie à passer au crible ceux qui les entouraient pour démontrer en quoi il était finalement, eux, des vendus, des faux frères, des planches pourries et des imposteurs. Sébastien, ça l'avait toujours dérangé d'avoir une meuf dans son groupe. Elle gâchait l'ambiance. Il fallait que ça reste un sport d'homme, le punk rock. 20 ans après, quand ils se recroisent, elle voit un type qui a bien tenu le coup, professionnellement, pour un pur et dur. Il est devenu rédac-chef d'une culturelle sur le câble. Les directeurs l'ont toujours adoré. Il leur procure une dose de radicalité virile sans les inconvénients du Lascar. Quand Chevauché le Dragon avait splitté, aucune formation ne lui avait jamais passé un coup de fil pour lui proposer de remplacer quelqu'un. Émilie ne s'y attendait pas. Elle jouait bien, elle ne doutait pas de ses qualités. Elle avait rangé sa basse dans sa caisse, descendu le tout à la cave et elle était passée à autre chose. Elle ne s'était jamais éloignée de ses anciens amis. Elle avait été mise à l'écart, c'est différent. Seul Jeannot avait continué de la voir. Normal, il couchait avec elle chaque fois qu'il en avait envie. Au tout début, ça ressemblait à une histoire qui ne se termine jamais parce qu'il y a trop de passion. Puis c'était davantage devenu une addiction, quand la substance n'est plus prise pour le plaisir, mais pour soulager le manque. Il avait eu son premier enfant, avec une autre. Elle était amie avec la régulière. Émilie avait été une des premières à apprendre qu'elle était enceinte. Il avait fallu trinquer et garder le sourire. Pour le deuxième, en revanche, elle n'avait appris que des mois après la naissance, en trouvant un doudou dans son sac.
Émilie est devenue la fille qui n'a pas de copain à présenter, la meuf gentiment larguée qui vient toujours seule aux soirées du boulot, celle qui a plein de copines parce qu'elle est rassurante d'être à ce point de la loose. Maintenant, c'est fait. Elle ne recommencera pas sa jeunesse et c'est comme ça qu'elle l'aura passée, à attendre qu'un connard l'appelle ou ne l'appelle pas, mente à sa femme pour passer la voir, fasse d'elle sa meuf clando et qu'elle soit acceptable et qu'elle soit incapable d'arrêter l'engrenage et passer à autre chose. Elle ne sait pas quoi faire de la peine que ça lui inspire. Pourquoi certaines personnes s'acharnent à se démolir quand pour d'autres ça paraît si facile? Faire les choses comme elles doivent se faire. La vérité, quand ce n'était pas lui qui la faisait souffrir, c'était un autre. Quand Jeannot était mort, elle avait cherché à en parler avec quelqu'un. Qu'elle soit la maîtresse n'y changeait rien. C'était le mec avec qui elle couchait depuis plus de 10 ans. Elle s'était tournée, entre autres, vers Vernon. Mais il n'avait jamais répondu. Comme s'ils se connaissaient à peine et qu'elle était pénible à le harceler de coups de fil à la mort de Jeannot. Il peut crever dehors la gueule ouverte. Aujourd'hui, en ce qui la concerne, c'est réglé. Elle ne veut plus entendre parler de lui. Chacun son tour. Il sort de la douche et elle tire une chaise, étend une serviette éponge sur le sol pour recueillir les cheveux et au premier coup de peigne, elle se mord les lèvres pour ne pas pleurer. La hargne est retombée d'un seul coup et une mélancolie féroce la remplace à laquelle elle ne s'attendait pas. Quand elle était petite fille, elle coupait les cheveux de son grand-père chaque dimanche devant le petit rapporteur et sa mère levait les yeux au ciel. Elle lui fait faire tout ce qu'elle veut. Debout derrière la chaise, elle devait lever les bras pour bien atteindre dans la nuque les 3 petits cheveux qui dépassaient. La peau d'homme mûr, les cheveux très fins mêlés de blanc et une certaine odeur. Elle touche du bout des doigts le sommet du crâne de Vernon pour qu'il penche le front vers l'avant. Elle tire sur les mèches et coupe la pointe. Essayez de donner du volume. Il ne reste pas beaucoup de matière sur laquelle travailler. Le débarrasser de la maigre tignasse qui lui coule en queue de rat dans le dos. Elle est submergée par une tendresse qui n'a rien à voir avec du désir, qui n'est pas celle non plus qu'on porte aux enfants. Une tendresse de femme adulte, dont le caractère ploie devant la fragilité de l'autre. Elle lutte pour ne pas pleurer. Ça fait peu de temps qu'elle y arrive. Les 2 premières années de la dépression, elle chialait pour un rien. La volonté qui retenait les larmes l'avait abandonnée. Comme d'autres ont les jambes qui se dérobent, ses larmes coulaient comme une incontinence. C'était revenu après l'été. Un matin, elle s'était levée et avait pu décider de ne pas pleurer. Ça ne changeait rien à la peine, mais elle n'avait plus besoin de se remaquiller dans l'ascenseur pour le taf, sous prétexte qu'elle avait pleuré sans raison pendant tout le trajet en métro. À force qu'elle chiale, le sel des larmes avait abîmé la peau sous ses yeux. C'était irréversible. Vernon a la peau d'un vieil homme, la peau d'un homme de son âge. Elle l'avait déjà senti, avec Jean-Noël. On dit que les hommes vieillissent mieux que les femmes, mais c'est faux. Leur peau perd plus vite son élasticité, surtout quand ils fument et boivent. C'est flasque. On a l'impression que ça pourrait s'effriter sous la pulpe des doigts. Elle n'a jamais compris comment faisaient les jeunes filles qui couchent avec des hommes plus vieux. C'est tellement plus agréable la peau douce et résistante des hommes jeunes. Les hommes de son âge la dégoûtent quand les couilles pendent et ressemblent à des têtes de tortues sclérosées. Elle pourrait vomir de devoir y toucher. Elle déteste les hommes qui ont le souffle court quand ils baisent ou qui doivent se mettre sur le dos au bout de 5 minutes parce qu'ils n'en peuvent plus et laissent la partenaire terminer toute seule. Elle déteste leur ventre gonflé et leurs petites cuisses grises.